Sénat. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Évidemment, un monde de bulles tout en musique aujourd'hui et en pain d'épices avec Hubert Mounier, Clit Boris. Bonjour Hubert. Bonjour. Ou Clit, alors, j'ai qui en face de moi aujourd'hui, le personnage de musique ou de papier? Alors cet album est un peu pour une fois le mariage des deux parce que effectivement j'ai continué à signer Clit Boris, cette bande dessinée, mais c'est bien Hubert Mounier qui chante les chansons. Et c'est la vraie vie d'Hubert Mounier racontée par ce fou de Clit Boris. Par ce fou de Clit. Alors Hubert, beaucoup de gens évidemment te connaissent, on va dire allez, 99% pour l'affaire Luis Trio et avant le groupe Clit Boris justement. Mais peu de gens savent que la bande dessinée, c'est pas par hasard en 2010, tu te dis je vais en faire. C'est une vieille histoire, un vieux chemin que tu empruntes depuis longtemps. Oui, c'est ma première passion même, on peut dire. Avant la musique, j'étais passionné par la BD américaine, belge, française. Et ça m'a jamais quitté. La musique est arrivée vers l'adolescence comme une façon de sortir un peu de mon petit monde un peu trop solitaire. Et la musique a finalement mieux marché que le dessin. En tout cas, comme c'était une aventure de groupe et qu'on avait la chance d'avoir eu quelques succès, j'ai donc laissé tomber la BD pendant la durée de vie du groupe, mais j'en ai toujours fait de loin en loin, ça a toujours été ma passion. Mais gamin, tu dessinais, tu écrivais, tu travaillais autour de la bande dessinée? Ah oui, j'en faisais. Un des premiers trucs que j'ai retrouvé, c'était une aventure de Spirou dans le Moustique Hotel, parce que moi j'étais un puriste. J'aimais bien Robvel et Gigé, alors que j'avais 12-13 ans. Hein, mais... Donc je faisais en général la première page, et puis la deuxième, ça commençait à être que du crayon, puis je faisais autre chose. J'avais pas ni formation, ni la persévérance nécessaire, mais j'en ai toujours fait. Ensuite, dans les années 80, et ça a été plutôt l'influence de Kent, qui lui faisait aussi des BD et avait son groupe Star Shooter, qui m'a fait me dire pourquoi pas moi en fait. Et j'ai dessiné dans un journal lyonnais pendant 4 ans, 5 ans. Ce qui a été un peu ma formation, et ensuite j'ai eu la chance d'être publié par Métal Hurlant et surtout les frères Pazamonique de Magic Strip à Bruxelles, qui m'ont permis d'éditer 2 albums, dont un qui était une aventure de l'affaire Luis Trio, qui est sorti en même temps que le premier single. Ensuite, plus de temps pour la BD. La bande dessinée, tu le disais, c'était un peu ta bulle à toi, et la musique, ça fait exploser un peu la bulle, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire la musique, quand ça marche, c'est tellement envahissant qu'on n'a plus le temps, parce que finalement c'est un peu une industrie aussi, et il fallait que je fasse les chansons pour qu'ensuite on reparte sur scène, pendant que je m'occupais des pochettes et des clips, donc plus vraiment de temps pour ça. Mais ça m'a quand même permis de faire travailler par exemple Yves Chaland sur la couverture du premier album. J'ai retrouvé aussi un storyboard que Dupuis et Berberian avaient fait à l'époque de Chic Planet. Donc j'ai toujours eu des rapports avec les uns et les autres parce que graphiquement, la musique et la BD sont toujours liées. Alors on se souvient des clips de l'affaire Luis Trio, alors souvent avec des costumes assez incroyables. Est-ce qu'il y avait est-ce que toi tu as travaillé sur les clips, est-ce qu'il y avait une relation de temps en temps? On disait, vous ressembliez de temps en temps, on peut le dire, à des personnages de BD, des personnages très travaillés. Alors c'est un peu ce qui a fait que beaucoup de gens ont cru qu'on était un groupe un peu gadget, inventé par un producteur machiavélique, alors qu'en fait le fauteur de trouble là dans l'histoire c'était moi qui étais passionné de BD et qui aimant la ligne claire de l'époque m'était dit il faut que physiquement on ait des caractères de personnages de bande dessinée. Donc le rigolo, il a une chemise à fleurs, le taciturne, il est habillé tout en noir, il fait la gueule tout le temps, et moi je suis gentil, mais de temps en temps je suis un peu soupolé. Voilà, c'était un peu ça les caractères qui se dégageaient. Ensuite, il a fallu qu'on se dégage de ça parce que l'idée, c'était pas de faire un dessin animé à l'effigie des gens de l'affaire Luis Trio. Donc, on a réorienté le groupe dans une direction plus franchement pop.
et avec un visuel un peu plus théâtral que bande dessinée. Mais si ça se trouve, enfin, c'était les années 80, mais aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, tu aurais pu faire un dessin animé, justement. Ah, mais ça a toujours été un rêve, mais hélas, à l'époque, ceux qui faisaient ça le faisaient pas très bien, parce que c'était dessiné un peu trop vite et mis en couleur dans des pays lointains. Donc le résultat n'était pas probant. Là, je sais que si j'avais le loisir de le faire maintenant, il y a même une des chansons de ce disque qui s'appelle Fatalitas, qui est l'histoire de deux petites larmes qui se rencontrent dans un évier et qui ont des aventures incroyables. Elles se retrouvent dans la mer, elles remontent dans les nuages. Et tout ça est une métaphore allégorique de notre pauvre condition d'humain. Et ça, j'avoue qu'un petit clip en animation me plairait bien. C'était un peu fait pour. Mais dans ces cas-là, je le fais avec les paroles et la musique et les images. J'ai mis d'ailleurs quelques images de ces deux petites gouttes dans la BD. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un album qui est double finalement. Et d'ailleurs, ça porte le même nom, parce qu'on donne l'album pour la bande dessinée et pour la musique. Hein, c'est un album. Donc, l'album de la Maison Pas d'Épices, on va en parler. Tu t'es mis en scène dans une bande dessinée, dans ce quotidien de création, de créativité, d'un album de musique qui sort aussi, ton nouvel album solo. Se dessiner, se mettre en scène, c'était un désir dès le départ pour raconter cette nouvelle aventure ? En fait non, parce que j'avais fait ça à mes débuts pour faire parler du groupe, pour que tout ça soit un peu cohérent, qu'il y ait vraiment des BD avec les personnages du groupe. Et j'ai laissé tomber ça il y a déjà belle lurette. Et là, c'est José-Louis Bocquet qui m'a reparlé d'un bouquin que j'avais fait avec David Scrima, dessinateur et musicien lui aussi, en 98, où on se répondait en parlant de nos vies d'artistes. Lui, plus jeune que moi, et moi, vieux de la vieille déjà, un peu abîmé. Et ce projet-là a donné naissance à la Maison de Pain d'Épices, parce que José-Louis m'a dit, raconte à ta façon la jeunesse de ce disque. Donc c'était tellement intéressant que je pouvais pas le refuser, mais je me suis rendu compte chaque jour que c'était une drôle d'affaire d'arriver à être à la fois honnête et rester drôle, parce qu'il y a des passages qui sont pas forcément drôles, et je m'efforce malgré tout de le faire avec humour. Alors justement, tu le dis, honnêteté. Alors moi je pensais, il y a une double honnêteté. Déjà, se dessiner, ça doit pas être évident, se mettre en scène. Est-ce qu'on se fait plus beau, ah oui, plus génial bien sûr, que ce que l'on est? Oui, ça j'ai toujours opté pour ça. Oui, je trouve que c'est plus payant que la photo en ce qui me concerne. J'enlève les rides, j'enlève tout ce qui me dérange. Je m'habille comme je veux. Non, vraiment. Enfin, je dis pas que dans le quotidien je le fais pas, mais je peux choisir des vêtements que je m'invente dans les BD. Non, pour ça, c'était un vrai plaisir de pouvoir se mettre en valeur à sa manière. J'ai mis les caméras là où j'avais envie de les mettre. Il y a une scène où je suis dans mon lit avec ma femme, mais il n'y a pas de sexe, par exemple. Il y a aussi des moments terribles, comme la mort d'un des anciens de l'affaire Loustrio. Donc tout ça, c'est des moments pas faciles à écrire, à dessiner, mais en même temps, il fallait bien que j'en parle. Je pouvais pas éluder les parties qui font partie intégrante de la vie d'un être humain et d'un artiste en l'occurrence, parce que nous autres faiseurs de chansons, on travaille avec ce qu'on ressent et notre vie de tous les jours aussi. Comment on fait ce double travail, création musicale, création de bande dessinée? Est-ce que par moment tu avais un mix des deux? Est-ce que tu arrivais à t'organiser, ou c'était vraiment au feeling, au quotidien, au jour le jour? Non, j'ai commencé la BD, j'avais en gros fini d'écrire la plupart des chansons. Donc j'ai attendu d'avoir quasiment écrit tous les textes des chansons pour commencer à écrire la BD. Parce que je savais pas vraiment, quand José-Louis m'a proposé le projet, si j'allais déjà trouver une maison de disques. On était vraiment dans l'inconnu plus total. Et finalement, la BD a pris le relais du disque tant que j'essayais de trouver une maison de disques. Et j'avais enregistré une partie des chansons en 2009 avec Benjamin Biolay. Donc la maison de disques s'est trouvée assez rapidement. Et là, j'ai continué, moi, à dessiner et écrire le fameux album. Le fameux album. Donc on va continuer à en parler dans quelques instants. On va se quitter, on va aller rencontrer un sacré bonhomme, très rare d'ailleurs dans les médias. C'est Charles Burns. Il exposait à Paris son dernier album, Toxic, rencontre explosive et surtout passionnante, signé Thomas Carré-Pierrat. Tout de suite. Toute ressemblance avec un personnage ayant existé serait parfaitement volontaire. Dans Toxic, Charles Burns recompose ses influences et rend un hommage appuyé à Hergé, avec Doug, son personnage principal, sosie de Tintin, version punk. For me,
Ce sont des livres que j'ai eus très tôt entre les mains, avant même de savoir lire. J'ai vraiment intériorisé ces personnages, leur look, son style et l'univers qu'il a créé. Au moment d'écrire ce livre, ces images, toutes ces choses que j'avais intériorisées sont en quelque sorte remontées à la surface. Hergé cohabite avec un étrange voisin, William Burroughs, l'une des figures emblématiques de la Beat Generation, connue pour ses romans hallucinés au style volontairement chaotique, un univers glauque et tourmenté aux antipodes de la ligne claire. J'adore ces contradictions, ces oppositions. Et surtout, j'aime avoir des lignes directrices très différentes dans une même histoire et voir comment celles-ci peuvent interagir. La rencontre de ces deux univers permet de raconter une histoire complète. Cette rencontre surprenante accouche d'un univers onirique, un monde inquiétant, déroutant, qui raconte sans concession les troubles de l'adolescence, l'obsession de Charles Burns, la suite logique de son précédent roman graphique, Black Hole. C'est une période tellement cruciale dans notre vie, une période où l'on connaît des changements radicaux. Dans Black Hole, je parlais de l'adolescence et de quelle manière on change physiquement et mentalement, en sortant de l'enfance, en devenant un adulte, en devenant une personne sexuée. Tous ces bouleversements sont vraiment très importants. Toxic se situe un peu plus tard que Black Hole, à la fin des années 70. En pleine émergence de la scène punk, le mouvement contestataire fut une révélation, presque une libération pour Charles Burns. L'arrivée du mouvement punk, de cette nouvelle culture, fit souffler un vent nouveau. Cela nous a permis de tourner le dos à la culture dominante de l'époque chez les jeunes Américains. Ça nous a donné envie de créer quelque chose de nouveau. Cette culture faisait également écho aux idées sombres que j'avais dans la tête. Je ne me reconnaissais absolument pas dans le mouvement hippie et le peace and love. Pour cette trilogie, Charles Burns se réinvente en utilisant la couleur. Son dessin reste aussi efficace qu'en noir et blanc. Il prend même une nouvelle dimension. Et l'auteur américain s'affirme comme un maître incontestable de la BD contemporaine. Voilà, de retour en plateau, on continue d'explorer ce double album et c'est très rare, hein. Tu en parlais tout à l'heure, Kent l'a fait, on l'avait reçu sur ce plateau, à la fois l'album de musique puis l'album de bande dessinée. La Maison de Pain d'Épices, on retrouve, alors je vais te donner deux qualificatifs, à la fois toute ta sincérité, ton honnêteté, tu en parlais, et en même temps énormément de poésie. C'est ce que tu apprécies lorsque tu crées sur le papier ou en musique? Oui, je crois que ça fait un peu partie des éléments que je trouve indispensables dans les deux domaines. Je suis pas un amateur de réalisme, en fait. La chanson trop réaliste ou la BD que réaliste, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aurais tendance à être du genre à ajouter, si possible, de l'humour et de la dérision un peu dans tous les domaines pour faire passer les choses les plus difficiles. Et puis tu as besoin d'emmener ceux qui t'écoutent, ceux qui vont te lire dans des univers aussi un petit peu oniriques, dans des coulisses, dans des moments rares aussi d'un artiste que tu es. Oui, parce que c'est pas évident de parler de la composition. Parce que pour chaque chanson, il va y avoir peut-être une anecdote que j'aurais pu raconter, mais je trouvais ça un peu fastidieux de prendre les chansons une par une en disant « ça, je l'ai fait pour ça ». Donc j'ai choisi le parti pris qui consiste à demander au lecteur de me suivre là-dedans. Donc j'ouvre une petite porte à l'intérieur de mon cerveau et on se retrouve dans le monde merveilleux où moi je fais mes chansons, où rien d'extérieur et des soucis du quotidien ne vient m'envahir. Donc ça, c'était une façon un peu symbolique de montrer le fait que quand on est créateur, on se doit d'avoir un monde un peu secret, un peu poétique sans doute, pour supporter la réalité et s'y adapter aussi. Alors souvent, les auteurs de bande dessinée me disent qu'ils n'aiment pas regarder la bande dessinée, même lorsqu'elle est sortie, qu'ils ont envie de retravailler quelque chose. C'est la même chose en musique aussi. On se dit, j'aurais dû changer ça ou...
Non, en général, je suis assez perfectionniste pour pas laisser passer de choses trop dérangeantes pour mon œil ou pour mon oreille. Parce qu'il y a aussi le respect du public, c'est aussi bête que ça. Il y a nos convictions personnelles d'artiste et puis être à la hauteur de ce qu'on aime. Et en BD, je suis entouré de tellement de maîtres grandioses que je suis qu'un petit scarabée humble qui se dit tiens, comment aurait fait un tel ou quel type de cadrage je pourrais imaginer. Donc parfois c'est vrai que vu que j'ai une collection assez complète, il m'est arrivé parfois d'aller regarder dans tel ou tel livre pour trouver une inspiration, on va dire. C'est jamais copié, jamais je ferai ce genre de choses. Mais trouver, par exemple, il y a une des cases vers la fin où je parle du fait qu'en studio, avec le musicien, le clavier avec lequel je travaillais, on parlait de prélude à l'après-midi d'un faune. Et de parler de ça, lui jouant ce truc magnifique, j'ai repensé à une image, une toile d'un peintre qui s'appelle Vallotton, et de fil en aiguille, je me suis mis à intégrer ce tableau dans le décor de ce passage de la BD. Donc c'est aussi cette liberté incroyable qui était plaisante de pouvoir mettre un peu tout ce qu'on aime. Donc ça va de Vallotton ou d'autres peintres que je cite, d'autres artistes comme les Beatles que je pouvais pas ne pas citer quand même une fois ou deux. Parce qu'ils sont toujours présents aussi, comme J.G. peut l'être. Ils ont des bonnes têtes de personnages de BD quand aussi, même, les Beatles. Voilà. Mais je crois que ça a été aussi le début de l'aventure des groupes dont l'affaire Louvre Trio a fait partie, où le look était aussi important, parce que c'est toujours les trois mêmes accords avec une coupe de cheveux différente, on va dire. Et chaque fois que le rock reprend son envol, c'est un peu toujours avec les mêmes arguments. Donc, Alors tu le disais, d'un côté, il est bien de se moquer un petit peu de ce milieu de l'industrie musicale, qui est vraiment, c'est vrai, très lourd, qui oublie parfois ceux qui lui ont fait justement très bien marcher. T'en es l'exemple parfait. C'est vrai que ce qui est très marrant, c'est au début les histoires sur les labels, tout ça, c'est pas évident. Et en même temps, tu parles de la famille de la bande dessinée. C'est vrai que les immenses stars de la bande dessinée qui font rêver des millions de gens, personne ne les connaît. Ouais. On peut leur montrer un visage. Voilà, Albert Uderzo peut se promener dans la rue, personne ne lui dira « Vous avez vendu 400 millions de bandes dessinées en votre vie ». C'est pour toi un plaisir d'être dans les deux, à la fois cette musique puis la famille de la bande dessinée aussi? Oui. Je crois que le plus grand plaisir est quand même d'être accepté par cette famille de la bande dessinée qui est bien plus chaleureuse et humaine que le showbiz où le rendement est tel que tous les 5 ans, de nouvelles carrières naissent et disparaissent 5 ans après. Enfin, je le vois pour pratiquer ce métier depuis pas loin d'une trentaine d'années maintenant. On peut pas être tout le temps au devant de la scène, à moins de le faire exprès, et c'est en général au détriment d'une certaine qualité, je dirais, parce qu'on est trop consensuel et donc on se perd un peu dans tout ça. La BD, c'est différent. J'ai l'impression que c'est tous des travailleurs indépendants. Et donc quand ils sont ensemble, il y a quelque chose de plus humain, je trouve. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi. T'as le sentiment que la bande dessinée et la musique font bon ménage? Ah oui. Il y a une musicalité dans la bande dessinée, et puis on le disait, bon, on en a parlé des personnages de la musique, mais lorsque tu crées de la bande dessinée, est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce qu'il y a un rythme que tu peux donner? Non, j'écoute plus de musique en dessinant, mais je dois être un des seuls dessinateurs à pas écouter de musique parce que j'en ai peut-être trop fait ou que ça me rappelle trop le boulot, en fait. Donc moi, je profite du silence quand je dessine. Je crois que le rythme, il est dans la narration. Donc je retrouve des points de commun. On parle de couleurs musicales, il y a la couleur des planches aussi. Donc tout ça, c'est le même monde, mais chacun de ces domaines doit être maîtrisé plus ou moins personnellement. La couleur, j'en avais fait un petit peu sur l'album précédent, Créature, mais je savais pas ce que j'allais faire avant de m'y essayer. Donc c'est aussi le risque de l'artiste autodidacte, on apprend à chaque fois qu'un projet se présente. La maison de pain d'épices, donc aux éditions Dupuis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'épisode 1 et qu'on pourrait avoir une suite, je sais pas, avec, je sais pas, l'histoire de l'album musical, je sais pas, des futures rencontres, les concerts, je sais pas, tout ça? Ça, on m'a rien proposé pour le moment. Je crois que tout le monde, dans ces cas-là, attend de voir le résultat commercial parce qu'on est dans un monde commercial. Et si ça roule, pourquoi pas? Est-ce que j'aurai des choses assez intéressantes à raconter sur l'aspect, on va dire, promotionnel ou succès? Pas sûr, parce que c'est pas la partie la plus émotionnelle du métier. C'est plutôt la création et le travail en amont que les gens connaissent pas qui était intéressant à raconter. Après, c'est toujours difficile, si je rencontre Pierre ou Paul,
de les casser en direct à chaque page, c'est pas non plus. Mais tu as des envies aujourd'hui, justement, de bande dessinée dans les années qui viennent? Ah oui, oui, j'ai très envie de continuer parce que avoir fait un aussi gros projet en termes de pages, ça fait que je me suis rendu compte que j'étais capable d'aller au bout d'un projet aussi lourd. Donc, je ferai plutôt des one-shots, comme on dit, que des longues séries. Si c'était possible, et j'espère des choses un peu atypiques parce que j'ai un peu une chance d'être un dessinateur qui apparaît que de temps en temps et je change en gros un peu de style aussi à chaque album et ça il y a peu de dessinateurs qui ont cette chance parce qu'une fois qu'ils ont trouvé leur style ils n'ont pas intérêt à forcément en changer alors que moi chaque récit me donne envie d'aborder. En ce moment je lis que des BD des années 30-40 genre Dick Tracy. Je suis assez fan de Gould, qui a dessiné dans les années Red Berry, des choses comme ça. Ouais. Donc, j'ai constaté aussi que c'était en fait les gens qui avaient influencé JG dans les années 30-40. Donc voilà, moi c'est des voyages amoureux dans des domaines de la BD que j'adore. La BD noire qui se passe à New York dans les années 20, c'est un truc qui m'intéresserait bien. J'aime bien l'époque victorienne, enfin il y a plein de choses comme ça qui me tenteraient. Bon, Hubert, merci à toi. Merci à vous. Voilà, plein de bonnes choses évidemment. L'album bande dessinée aux éditions Dupuis, et puis l'album musical chez Naïve, ouais, c'est bien ça. C'est ça. Et puis on se retrouvera pour d'autres aventures, en bulle et en case. En tout cas, nous on va changer une nouvelle fois complètement de sujet. Vous le savez, dans un monde de bulles, on aime bien découvrir des nouveaux talents. Son nom d'artiste, c'est Berthéwan. Il a une trajectoire, un destin un peu hors du commun. C'est un ancien braqueur et en prison. Eh ben, il s'est mis à dessiner, à faire de la bande dessinée pour s'échapper, s'évader dans sa tête, en tout cas. Et le gardien qui s'occupait de lui a dit « Mais t'as un talent, il faut absolument que tu puisses l'exploiter. » Et Berthé, en sortant de prison, eh ben, s'est mis à vraiment travailler la bande dessinée. Et vous allez voir le résultat. Ce sujet est signé Marie Brémaud. À tout de suite. Renouer avec le dessin, enfermé entre quatre murs, c'est durant les 4 années passées derrière les barreaux que Berthé est devenu Berthéwan et a trouvé son trait. Parce que j'étais en prison et que je me suis retrouvé dans une situation, j'allais dire, complètement isolé, enfermé, je ne savais pas quoi faire. Ça a été un moyen pour moi d'expression. Et donc j'ai repris ce que je savais faire, à savoir dessiner. C'était exutoire pour moi. Un jour, il y a un surveillant qui a remarqué ce que je faisais et il m'a dit il faut absolument que tu en fasses quelque chose de cet art. Tu as été vraiment doué et donc il faut t'inscrire aux ateliers, notamment les ateliers écriture, peinture. Et donc c'est de là que m'est venue vraiment l'envie d'écrire des scénarios et compagnie. Et donc à partir du moment où j'ai passé le pas, il y avait tous les jours une planche. Tous les jours, je sortais une planche, je racontais des histoires, je dessinais des nouveaux personnages. C'est pas vraiment mon histoire, mais j'allais dire, je raconte le quotidien du tôlard en général, toujours mis de façon humoristique, ce qui me permet justement de parler des choses parfois dures, mais j'allais dire avec de l'humour, et ça passe toujours. Je voulais faire rire tout le monde en fait, et donc j'avoue, en montrant mes planches, tout le monde voyait qu'il n'y avait aucun parti pris, et donc le détenu et le surveillant parfois sur la même planche s'éclataient en fait. Et des fois, c'était un surveillant, un détenu qui ne s'entendait pas forcément, mais sur ma planche, arrivait à communiquer. Et donc, pour moi, c'était super. Les histoires urbaines de Berthé parlent aussi de la banlieue, de sa vision de la banlieue, à travers les yeux d'une forte tête, mais pas forcément jolie. J'ai inventé un personnage, en l'occurrence une nana, qui s'appelle Abigail. Et puis voilà, Abigail, c'est une petite nana qui vient de la campagne, qui est partie poursuivre ses études en ville. Et en guise de ville, elle arrive en banlieue. On ne parle pas beaucoup des banlieues, ou alors quand on en parle, on parle beaucoup de voitures brûlées, jeunes casseurs, jeunes drogués, machin. Alors que j'avais envie de faire passer un autre message, à savoir qu'en banlieue, il n'y a pas que des bons à rien. En banlieue, il y a aussi des jeunes qui veulent s'en sortir. Il y a aussi, il y a vraiment de tout, quoi.
Allez, retour en plateau pour le moment que vous attendez tous. Si vous avez plus de 80 ans, branchez vos VHS avec vos vieux câbles. C'est parti, la chronique de Nico Béard. Ça va Nico? Ça va. La veste, Merci pour le lancement, c'est beau. Bah écoute, hein, toutes tes fans, hein, les mamies, les dentiers, elles sont là, elles te regardent Nico, avec admiration. Voilà, on les salue évidemment. Nico, aujourd'hui, on va démontrer avec une bande-annonce qu'on peut faire d'une bande dessinée médiocre un film très attendu, le blockbuster de l'été 2011. C'est ça, Cowboy et Alien. C'est une adaptation, en même temps c'est pas vraiment une adaptation. En fait c'est un concept Cowboy et Alien à la base de Scott Mitchell Rosenberg en fait. Et c'est une marque en fait, Cowboy et Alien à la base. C'est un concept qu'il a déposé en se disant je ferai une histoire avec des cowboys, des aliens, on verra bien. Je sais pas si j'en ferai une série ou un film, mais bon, il se penchait déjà d'abord sur un film. Puis en fait, ils ont essayé de monter le film. Depuis 1997, ça se faisait pas, ils trouvaient pas les financements, ça intéressait du monde, mais bon voilà, ça se faisait pas. Donc un peu désespéré, en 2006, Rosenberg en a fait un comics. Et oui, le comics, il est pas fou. Ah, ouais, voilà. Les dessins sont pas dingues. Casse pas trois pattes à deux canards. Non plus, effectivement. Pourtant, Rosenberg, il est très connu dans le milieu du comics parce qu'il avait fondé Malibu Comics, qui était un label de comics indépendant. C'est énorme ça. Ouais, qui avait été racheté par Marvel. Mais si, parce que c'est eux qui avaient fait le comics Men in Black, qui avait été aussi après, ils en avaient fait un film après Men in Black. Voilà, Men in Black, blockbuster, à il y a la base, quelques c'est une BD, c'est un années. comics Men in Black aussi. Donc ce type a le pif, tu vois, comme ça, pour des comics pas forcément dingues, mais qui vous feront des grosses adaptations. Pour du bon concept Voilà. au cinéma, évidemment. Donc ça sort cet été, évidemment. On va regarder la bande-annonce. Voilà. Et on parle juste après du film et du comics. À tout de suite. Why are you asking me? We're coming back! We're coming back! Vous venez de voir cette bande-annonce qui envoie, on peut le dire, Nico. Et alors, des gueules, quoi. Incroyable le Daniel casting. Craig, ouais. C'est marrant parce que c'est Robert Downey Jr. en fait qui devait interpréter le rôle joué par Daniel Craig, mais il était un peu pris par son Sherlock Holmes 2, donc ils ont pris Daniel Craig. Harrison Ford, Olivia Wilde, on est fan de la série Dr House. Dr House, numéro 13. Voilà. Et Sam Rockwell. C'est réalisé par Jon Favreau. Jon Favreau, c'est les 2 premiers épisodes d'Iron Man. Non mais attends, j'ai vu aussi au générique Ron Howard, Ouais. Steven Spielberg. Oui. C'est de la caution quand Il y a même. de la hein. grosse prod, ouais. En fait, executive producer, effectivement, ce sera Spielberg, Ron Howard. Donc ouais, il y a DreamWorks et Universal qui sont sur le coup. D'accord. Voilà. Et alors le comics, il en est où? Mais non, mais en fait, le comics, vous le trouverez déjà pas en France, parce qu'il a jamais été adapté. Il a été tiré à peu d'exemplaires. Il a été édité par Platinum Comics, tu vois, qu'on connaît pas bien. C'était un petit périodique, 10 numéros comme ça. Et puis après, ils en ont fait un album de 100 pages chez Image Comics. Mais voilà, c'est pas d'un scénario dingue. En fait, Rosenberg avait délégué ça à qui? À Andrew Foley au scénario, avec Fred Van Lente. Et c'était Luciano Lima qui dessinait. Donc c'est pas des grands noms du comics, si tu veux. Donc ils feront peut-être une sorte de Blu-ray collector avec la Ouais. bande dessinée, quoi. Voilà, mais enfin, en toute franchise, c'est pas indispensable de se pencher sur le comics, quoi. Bon, d'accord. Voilà. Hein, penchez-vous sur le film. Ça sera donc cet été. Voilà, c'est août 2011 chez nous. Bon, merci mon Nico. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Au taquet. Alors cette bonne humeur, on va la garder pour un de mes copains qui s'en est allé il y a quelques semaines. Salopard d'Yves-Marie Labbé qui a rejoint les géants, Franquin, Hergé, là-haut. Donc je garde mon sourire parce que on l'aimait beaucoup. Donc je lui dédie cette émission. Yves-Marie, elle est pour toi celle-là. Ciao et à la semaine prochaine les enfants. MIBs. Here come the MIBs. Here come the men in black. Galaxy defenders. Here come the men in black. They won't let you relax.